hiérarchie-là. Donc, c'est un peu, c'est spécialisé pour des opérations où on doit, je pense, on doit traiter beaucoup de données. Euh, c'est un peu spécialisé pour des opérations où on doit faire beaucoup d'opérations sur les données. Ensuite, Du on coup, a le type de base de données. Ouais. Aurel, tu es là. Comme il y a beaucoup de gens qui ont rejoint le MIT, tu peux rapidement, après quoi, si tu finis, rapidement revenir sur ce que tu as dit, rapidement quoi, et continuer quoi. C'était juste une suggestion. Ok, je Si tu termine veux quoi. d'abord. Ou, D'accord, merci. ok. À toi de voir. Ok. Merci. Donc, je disais qu'il y a d'autres types de bases de données qui sont les bases de données orientées clés et valeurs qui se comportent un peu comme des HMAP. Le HMAP, c'est une structure de données. Et ces bases de données-là ont la spécialité de pouvoir euh, organiser la donnée sous une autre structure. Et c'est utile dans d'autres, dans d'autres sortes de contraintes qu'on rencontre généralement pour faire du caching ou bien pour partager de la donnée entre différents services de façon instantanée aussi. Nous avons aussi les bases de données orientées graphes qui sont beaucoup plus utiles pour le traitement de données sous forme de graphes. Donc, basiquement, les gens comprennent en général, c'est quand on a des relations, euh, quand on a des relations entre des données et que ces relations-là peuvent se représenter sous forme de graphes, on peut confier l'opération de gestion des relations à une base de données orientée graphe. Et dans cette catégorie, on a Neo4j qui fait très bien le travail. Au niveau des bases de données, euh, l'application backend qu'on met en place doit répondre à des contraintes qu'on rencontre en général. Par exemple, quand on fait une transaction, quand on fait une opération au niveau d'une base de données relationnelle, il faudrait que cette opération-là soit quand même cohérente avec les données qui existent déjà. S'il y a plusieurs opérations qui s'effectuent, il faudrait qu'on puisse avoir une cohérence au niveau de l'historique des données. Donc, il y a des propriétés auxquelles doivent obéir les bases de données relationnelles qui sont déjà euh, le support des transactions. Donc, il faudrait que toutes les commandes qu'on envoie à une base de données relationnelle puissent être exécutées soit en même temps, euh, soit exécutées toutes, ou que l'opération euh, soit en échec. Donc, il ne peut pas y avoir d'état intermédiaire. On a aussi des propriétés, d'autres types de propriétés qu'on appelle les propriétés acides au niveau des bases de données relationnelles qui permettent toutes d'avoir une certaine cohérence ou bien une certaine tolérance à la faute dans les SGBD. Quand on manipule aussi les données euh, au niveau d'un serveur, généralement avec un ORM qui signifie Object Relation Mapper, qui permet d'associer à une table un objet, une représentation sous forme d'objet de la table. On a, le, on a souvent un problème quand on part chercher les données qui sont liées aux objets. Donc, généralement, ce problème-là est résolu quand on, on spécifie toutes les données à sélectionner dans la même requête au niveau de l'URL. Donc, c'est un problème qu'on rencontre souvent quand on a un serveur qui est en place et que l'ORM cherche à aller euh, retrouver les données liées à une instance donnée. On appelle ça le N plus un problème parce que à chaque fois qu'on veut chercher une donnée supplémentaire, une donnée liée au modèle actuel, on ajoute une requête qui est un aller-retour vers la base de données. Donc, ce problème-là est un peu documenté et pour la plupart des types d'ORM qu'il y a la façon de résoudre ce problème-là. Il y a aussi
euh, la partie la partie distribuée au niveau des bases de données. Donc, les bases de données, en général, quand on travaille sur un petit projet, il n'y a pas de problème. Mais quand on doit s'assurer que la donnée n'est pas perdue quand la seule instance de base de données qu'on a est down, il faudrait mettre en place des processus de réplication, par exemple. Et il faudrait aussi penser quand on a une forte charge au niveau de la base de données à distribuer un peu euh, la gestion des données. Donc, on pourrait avoir, par exemple, une base de données qui s'occupe des données d'une telle localité, donc, et une autre base de données qui s'occupe des données d'une autre localité. Ce principe-là, principalement, ça s'appelle le partitionnement, parce qu'on coupe, on fait gérer à une base de données euh, les données qui sont liées à une contrainte donnée. On a aussi au niveau des propriétés des bases de données relationnelles, bon, pas seulement des bases de données relationnelles. On a le cap théorème qui permet de savoir si une base de données est tolérante, euh, qui permet de savoir quels sont les points de tolérance d'une base de données quand il est dans un système distribué. Il y a le C de cap signifie cohérence, c'est une propriété qui dit que toutes les données qu'on insère dans la base de données doivent être cohérentes d'un point de vue d'historique. Ensuite, le availability pour le A, qui signifie qu'il faudrait que la base de données soit disponible à tout moment. Bon, c'est une propriété qui dit que la base de données peut être disponible à tout moment, même si euh, on est en train de faire une opération actuellement. Il y a le P qui signifie partition tolerance, je pense, qui, qui dit que la base de données doit être disponible pour euh, écriture toujours quand le réseau ne marche pas. Quand on a une base de données distribuée, c'est un ensemble de bases de données qui communiquent. Donc, il faudrait que le système entier puisse toujours accepter des données quand le réseau ne marche pas. Donc, tout ça sont des propriétés qui sont disponibles au niveau des bases de données. Mais en particulier au niveau euh, de la gestion des données, on a ce qu'on appelle les index qui est un mécanisme qui permet d'accélérer la recherche de la donnée. Donc, ce mécanisme-là de, euh, permet simplement de booster euh, le temps de recherche quand on cherche une entrée donnée avec une clé donnée. Après les bases de données, nous allons parler de, de ce qui représente un peu l'essence de la communication entre le back-end et puis le monde extérieur. Dans notre contexte, euh, les, les endpoints, je vais dire, déjà un endpoint, c'est une façon d'exposer une donnée à un service externe sous un format lisible par une machine. Souvent, quand on expose des données au niveau du backend, c'est pour être lu au niveau d'un front-end, donc par une machine. Et quand je dis par une machine, c'est qu'on a écrit du code pour lire la donnée. Déjà, il y a plusieurs formats de la donnée exposée qui sont des structures bien définies. On a le format JSON, le format XML et d'autres formats. Ce sont les plus utilisés. Ensuite, au niveau de la façon dont on expose la donnée, il y a plusieurs spécifications. Par spécification, là, je veux dire comment est-ce qu'on doit pouvoir récupérer la donnée, comment est-ce qu'on doit pouvoir créer la donnée, comment est-ce qu'on doit pouvoir supprimer la donnée. Entre autres, il y a la spécification REST qui, qui propose de
de gérer la donnée en se basant sur les méthodes HTTP. Donc, HTTP, c'est le protocole de communication euh, web qu'on utilise le plus souvent. Et donc, la spécification REST propose qu'on greffe, enfin, que la communication avec l'endpoint suive le même protocole, en quelque sorte, que le protocole HTTP. Il y a aussi d'autres types de façons d'exposer des données qui est, par exemple, on a les API de type SOAP, SOAP qui est un vieux format de représentation de données. On a aussi des trucs plus récents comme gRPC qui est un peu, la définition c'est, je pense le G c'est pour Google Remote Procedural Call. Donc déjà le RPC c'est une façon d'appeler une ressource euh, dans un réseau. Donc il y a il y a une façon il y a une façon d'exposer une fonction pour qu'elle puisse être directement appelée dans un autre code quelque part. Maintenant, les autres spécifications dont j'ai parlé permettent de définir la structure de, de la réponse, de la donnée qui est partagée. Ensuite, après le gRPC, il y a GraphQL qui est une spécification qui définit un peu une autre façon d'exposer la donnée entre un front-end et puis un back-end. La particularité de cette spécification-là est qu'elle permet à celui qui écrit le front-end de spécifier la donnée dont elle a besoin. Contrairement un peu aux autres où le back-end dit j'expose telle donnée quand tu contactes cette API ou bien cet endpoint. Dans une API GraphQL, on peut spécifier les différentes propriétés qu'on veut quand on contacte euh, l'endpoint donné. À part la façon d'exposer les données, il faudrait aussi s'intéresser à comment est-ce qu'on s'assure que celui qui recherche la donnée, mais celui qui veut créer la donnée a l'autorisation? Ou comment est-ce qu'on s'assure de l'identité de la personne qui cherche à manipuler la donnée? Donc, il y a plusieurs méthodes de gérer l'authentification dans un tel système. Les plus populaires sont Basic Auth, qui est un standard qui dit juste qu'on partage le username de l'utilisateur et puis son mot de passe dans un header de la requête HTTP. Et cet header-là est encodé en base 64. Et on envoie ça au backend et le backend va se charger de vérifier la personne. Ensuite, il y a d'autres méthodes d'authentification comme le JWT, qui est carrément un standard qui utilise déjà le JSON pour encoder la donnée et pardon, le JWT, c'est un peu un standard qui définit une autre façon d'envoyer les identifiants au backend pour vérification. Et ce standard-là se base principalement sur du JSON et nous avons aussi OAuth. OAuth qui est un protocole défini qui permet d'échanger des éléments d'identification entre différents services. Donc, basiquement, on a un utilisateur qui est sur un service donné et puis il aimerait s'authentifier mais créer un compte sur un nouveau service. OAuth, c'est un peu le standard qui permet à différents backends de partager une information concernant l'identifiant d'une personne. Pardon, l'identité d'une personne. Ensuite, après avoir écrit du code, il faudrait quand même s'assurer de la qualité de ce qu'on propose. Et il y a différents mécanismes existants permettant de s'assurer de la qualité non seulement de chaque ligne qu'on écrit, mais aussi de tout le système qu'on a écrit. Il y a aussi des systèmes qui permettent d'automatiquement définir euh, une série d'actions qui vont
aller vérifier la qualité de ce qui a été euh, créé, mais ce qui a été modifié ou ajouté par un dev. Parmi les différents, parmi les différentes façons de tester les applications, mais le code qu'on a écrit, on a le premier niveau qui est le test unitaire qui permet simplement de vérifier si chaque unité, une unité ici c'est une fonction, une unité dans le contexte c'est une fonction. Donc, le test unitaire permet de définir comment est-ce que chaque unité de notre code doit se comporter. Et quand on finit de tester chaque unité du code, on passe au test d'intégration qui consiste à définir comment est-ce que un ensemble d'unités du code doit fonctionner ensemble. Et ensuite, le test fonctionnel pour savoir si toutes les unités de notre code répondent à un besoin, répondent aux besoins fonctionnels définis au préalable. Et on a un mécanisme en gros qui permet de définir l'ensemble qui permet d'exécuter l'ensemble des tests dont on parle quand le développeur envoie son code sur GitHub ou sur GitLab. Et c'est ce mécanisme-là est appelé CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Le CD ici, c'est pour le déploiement, donc ça n'intervient pas trop dans les tests. En plus de ces paradigmes-là que j'ai cités, il y a euh, le TDD qui est juste une façon de développer qui consiste à écrire du code avant, écrire du code pour tester le code qu'on veut écrire. Donc, c'est juste une façon de développer qui met juste en avant le fait d'écrire les tests pour le futur code qu'on veut écrire. Donc, ce qu'il faut retenir ici principalement, c'est que tester son application, il y a différents outils pour tester une application donnée. Et seul le test permet de s'assurer de la qualité de ce qu'on fournit au client. Ensuite, pour pouvoir écrire du code, nous avons un ensemble de règles qui ont été définies au fil du temps. Et ces règles-là viennent de problèmes que certains devs ont eu à résoudre et ils ont formalisé les solutions sous forme de, de principes. Donc, les premiers éléments de principe qui, qui sont exposés aux développeurs quand il s'agit d'architecture de code, ce sont les design patterns. Et ces design patterns-là sont, comme je l'ai dit un peu plus tôt, juste une façon formelle de résoudre un problème rencontré par les devs donnés. Et il y a plusieurs design patterns. Certains sont regroupés je pense, dans un livre nommé Gang of Four. Oui, c'est du livre que parle le premier point ici. Ensuite, nous avons des styles d'écriture de code pour pouvoir facilement assurer la maintenabilité du code, mais du projet qu'on a, qui, euh, euh, qui devient problématique quand on ne s'y prend pas bien. Dans ce sens-là, on a le Domain Driven Design qui est une philosophie qui consiste à écrire du code en en étant proche un peu plus du métier. Donc, en tant que dev, quand on écrit du code dans un métier donné, on essaie de tout faire pour que quand quelqu'un qui n'est pas dev, bien qui n'est pas du métier, pardon, quand quelqu'un qui n'est pas un dev prend le code, il pourra quand même un peu se retrouver dans le thème employé. J'ai déjà parlé du TDD un peu plus tôt et nous avons aussi d'autres patterns nommés le CQRS ou bien le Event Sourcing. Au niveau
des styles architecturaux. Nous avons déjà nous avons une diversité de styles architecturaux. Nous avons les microservices, nous avons les applications monolithiques. Une application monolithique, déjà, c'est une application qui euh, est je vais dire, dans une seule instance de déploiement. Donc, on développe toute une application qui sera, euh, qui sera déployée en un seul service. Contrairement au style euh, d'application nommé microservice, on n'a pas, euh, on a toutes les fonctionnalités de l'application qui sont dans un module et qui tournent. Donc, quand l'application tombe, en théorie, on n'a pas d'autre chose qui tourne pour pouvoir prendre le relais. Donc, le style architectural microservice permet de déléguer un peu des fonctionnalités d'une grosse application en différents services qui sont déployés séparément déjà et qui communiquent entre eux pour fournir tous les services. Et quand un service tombe, par exemple, ce sera juste ce service-là qui est down. On pourra toujours utiliser l'application sur les différents services restants. Nous avons aussi des styles d'applications qui sont propulsés par les fournisseurs cloud. Par exemple, le serverless, qui est une façon d'écrire des programmes sans vraiment, euh, sans vraiment mettre au centre le développement back-end. Il y a toujours du back-end, mais je n'ai plus vraiment au centre de l'application. Nous avons des outils qui ne, qui ne figurent pas vraiment comme étant des bases de données au sens défini un peu plus tôt, mais qui permettent toujours de gérer la donnée, soit entre les différents services qui tournent dans un backend donné, ou de gérer la donnée pour être facilement accessible par d'autres outils. Et dans ce sens, on a, par exemple, Elasticsearch, qui est un outil de recherche qui permet euh, qui est spécialisé juste dans la recherche euh, de données. Donc, on lui envoie un grand bloc de données et il se charge de gérer les index et puis de nous faire ressortir euh, tout ce qui a rapport avec la donnée qu'on recherche. Nous avons aussi nous avons aussi des outils qui euh, permettent de gérer la communication entre les microservices et, euh, et tout ce qui est gestion de messages. Déjà, quand on a des microservices, c'est des blocs qui sont un peu séparés et déployés séparément. Et pour offrir le service unique du backend, il faudrait qu'ils communiquent pour avoir les données entre eux. C'est dans ce sens qu'intervient un outil comme Kafka ou RabbitMQ qui sont spécialisés dans la transmission de données entre les différents services qu'on peut avoir dans un backend de données. Et ces données-là peuvent soit être des informations qui ne pèsent pas ou peuvent être des informations qui pèsent. Dans le, dans le sens du déploiement de, de plusieurs services, ou pas même, on a les outils de containerisation ou de virtualisation. Ces outils-là permettent de gérer facilement comment est-ce qu'on déploie une instance d'un service donné. Basiquement, un outil de containerisation, ça fonctionne déjà sur, sur une sorte de virtualisation, mais c'est un peu différent de la virtualisation classique.
Et ça permet d'avoir un packaging un peu léger d'une application qu'on pourra facilement déployer sur n'importe quel type de serveur. Comme outil de gestion des containers, on a Docker et on a aussi LXC qui est un outil du kernel de Linux qui permet de gérer la virtualisation. On a aussi le très populaire Kubernetes qui est plus un outil d'orchestration de différents containers. Euh, Dans cette dernière slide, on va parler de tout ce qui reste d'autre que je n'ai pas abordé précédemment. J'ai déjà abordé les messages brokers, j'ai abordé les gestionnaires de containers ou de visualisation. J'ai déjà abordé GraphQL. Donc là, il reste les WebSockets, les server-side events et puis les serveurs web. Déjà, la communication classique entre un back-end et un front-end est souvent structurée d'une sorte où le front-end va demander une information au back-end et le back-end répond et c'est fini, la communication est coupée. Donc à chaque fois que le front-end a besoin d'une information, il part demander au back-end et puis le back-end il répond et c'est fini. Euh, les WebSockets, c'est un ensemble de c'est un ensemble de fonctionnalités qui permet de d'initialiser, bien de garder la connexion entre un back-end et puis un front-end ouvert pour que la communication puisse se faire dans les deux directions à n'importe quel moment. Donc, au lieu que le front-end aille contacter le back-end à chaque fois qu'il a besoin de données, il peut aller souscrire à un topic au niveau du back-end et quand de nouvelles informations vont venir au niveau du back-end, le back-end va le transmettre au front-end directement. Et quand le front-end aura des informations à transmettre au back-end, il le fera par le biais de la connexion qui est déjà établie. Dans le même sens, on a les server-side events qui, là, établit une communication entre le front et le back-end, mais seulement dans un seul sens. Et ce sens-là, c'est le back-end envoie des informations au front-end au fur et à mesure, bien, quand il veut et au fur et à mesure que les informations viennent. Donc, le front-end va simplement recevoir les informations du back-end et les traiter. Il ne pourra pas, dans l'autre sens, avec les server-side events, envoyer l'information au, au back-end. Pour, pour, pour voir un peu ce qu'on fait au niveau du back-end, on a en général, nous, le dev backend crée en général un serveur d'application qui sera derrière, euh, quand ce sera déployé, sera derrière un vrai serveur web comme Nginx ou Apache ou d'autres choses comme Kadi. Donc Nginx, là, c'est un serveur qui ne sait que répondre à des requêtes HTTP et qui sait diriger la requête vers le backend approprié en fonction de l'URL qui a été paramétré pour un service donné. Dans tout ce qui reste qu'on n'a pas vraiment abordé, il y a le cloud computing, les load balancers. Donc, les load balancers ce sont des outils qui permettent de partager le trafic entre plusieurs serveurs d'application, contrairement un peu à ce que j'ai dit au niveau classique des serveurs classiques comme Nginx. Et ils savent comment distribuer euh, un ensemble de requêtes à plusieurs serveurs d'application pour qu'on ait un backend qui puisse supporter beaucoup de charges. Et au niveau des bases de données, il y a la notion de réplica. Je pense que je l'ai abordé rapidement. Et nous avons
aussi les systèmes distribués. Déjà, en abordant le concept de microservices, je vais un peu toucher indirectement aussi au système distribué parce que les microservices sont déjà des petits systèmes qui sont séparés et qui doivent communiquer par le biais d'un message broker ou de base de données. Euh, là. Donc déjà, j'ai déjà présenté plusieurs outils euh, tout à l'heure et je tiens à rappeler que tous les outils cités là ne sont pas forcément obligatoires pour être un bon dev backend et tous les parcours ne se valent pas. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir répondre à une problématique donnée, pouvoir développer une application qui répond à un besoin donné, quel que soit l'outil qu'on utilise, c'est ce qui compte. Parce que c'est ce que c'est le client qui demande, euh, pardon, tout ce qu'on fait, c'est dans le but de répondre aux besoins clients. Donc, quels que soient les outils qu'on utilise, il suffit que les besoins clients soient satisfaits et pour moi, il n'y a pas de problème. Euh, donc, j'ai fini ma présentation. J'espère qu'il y a toujours des gens là et je vous ai pas ennuyé. Je suis prêt maintenant à prendre des questions ou à revenir un peu en arrière pour expliquer des notions si des questions il y a. Allô? Ouais, alors bonjour, on peut parler? Ouais, ouais, ouais. Vous Ouais, pouvez poser vos parce que questions. j'ai cru voir qu'il y avait un modérateur sur le call. Donc, je m'attendais à ce qu'il prenne la parole et qu'il me donne la parole ensuite. Alors, d'accord, merci beaucoup pour la Alors, présentation, c'était très intéressante et ça, ça nous a vraiment plu pour ceux qui sont intéressés. Et merci aussi pour l'initiative. Ça montre vraiment qu'il y a Vous me recevez? un... Vous me recevez? Allô? Vous Allô? me on te recevez? reçoit, il y a un peu de bruit. Vous me recevez? Ouais, j'ai mis mes Ouais, ouais, on écouteurs, te je sais reçoit, pas on te si ça reçoit. m'entend. Oui, on te reçoit. Ok, merci, déjà merci Aurel pour le partage que tu as fait, c'était vraiment intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à Aurel ou bien des apports? Donc, s'il y a des questions, des apports, n'hésitez pas à le faire. Merci. Ok, d'accord. Donc, j'étais en train de prendre la Je vous parole laisse et je la disais parole. que merci pour l'initiative et ça permet effectivement de remarquer qu'il y a une communauté de devs qui est en train de se développer au niveau de la nouvelle génération. C'est très, très intéressant. Et du coup, moi, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir, je ne sais pas si tu l'avais abordé depuis le début, mais c'est de demander entre AWS et la GCP, qui est Google Cloud Platform, lequel vous préférez vous et lequel vous conseillerez à des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas assez de fonds? Je pense que je ne suis pas très bien placé pour répondre à cette question parce que je n'utilise ni AWS ni GCP. Mais d'après ce que je sais, il y a AWS qui offre des crédits pour les startups, je pense. Je ne sais pas si Google Cloud offre des trucs dans le genre. Mais pourquoi ne pas creuser AWS, quoi? Il y a quelqu'un qui a parlé de Digital Ocean dans le chat. Ouais, Donc, puisque c'est euh, effectivement, il y a Google qui offre aussi 3 mois de crédit gratuit. ok. Donc, je pense qu'il faudrait un peu plus creuser la question. Moi, je ne suis pas trop expérimenté avec AWS ni GCP. Ah. Et au niveau des... J'avais aussi une autre question au niveau de Kafka. Je ne sais pas si vous avez utilisé Kafka parce que vous l'avez mentionné lors de votre présentation.
Et si je ne me trompe Ouais, pas, 4K fait un peu le broadcast entre les messages en différents services. Cela permet aux services facilement de se communiquer et de récupérer des informations. Je dirais de s'abonner au topic et de récupérer ouais, les informations dans un bus de messages. Si j'ai bien compris. ouais. Oui, exact. Je n'ai pas vraiment développé, mais Kafka, c'est un outil qui permet de gérer la communication entre différents services. Et par exemple, si on a différents services qui doivent exécuter des tâches et que l'information concernant les tâches est produite par un backend donné, on pourrait avoir des workers qui vont souscrire à des topics donnés pour dire quand il y aura une nouvelle information concernant telle tâche, moi je prends ça et j'exécute la tâche telle que je sais l'exécuter. Et donc, on pourrait avoir une communication entre le back-end et puis les différents euh, tasks exécuteurs comme ça. Donc déjà, c'est une utilisation possible de Kafka. Ok, la question que je voulais poser au niveau de Kafka, parce que je me rappelle lorsque nous, on l'avait utilisé dans notre boîte et comme on était sur Kubernetes au niveau de Google Cloud Platform, on avait eu des difficultés au niveau de l'intégration. Je vais demander, est-ce que vous connaissez un peu Eventy? Si vous pouvez nous en parler un peu. C'est un peu comme Kafka, ça joue un peu le même rôle de broadcast entre les différents services. Non, je connais pas Eventy. Euh, Ça, c'est un peu comme Kafka, vous avez dit. Ouais, Ok, et pourquoi ne pas utiliser Kafka? ok, bon, d'accord, pas de souci. Donc, je m'arrête pour mes questions là. Ok, Pour revenir, mon nom, c'est Andy Ladebi. j'ai cru D'accord. reconnaître la voix. Merci, à tout à l'heure. Merci. Alors, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont levé la main. Le modérateur est censé accepter les lancements. Bon, ceux qui ont levé la main peuvent parler. Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir tout le Bonsoir. monde. Bonsoir, monsieur Aurel. Bonsoir. J'espère que vous me recevez. Oui, je vous reçois. OK. Merci déjà pour la réunion que vous avez initiée. Moi, j'ai quelques questions que je voudrais quand même vous poser. Déjà, pour m'être inscrit pour votre conférence, bon, ben, je vais dire la réunion ici ce soir. On avait parlé de nos roadmap à suivre pour un Ouais, dev backend. Bon, je vois que ce que ouais. vous avez expliqué, bon, je ne sais pas si c'est moi seul, hein. Il y a peut-être beaucoup de gens qui maîtrisent plus. Mais moi, j'ai vu que vous êtes trop allé vous avez expliqué des choses de manière un peu technique qui font qu'on n'arrive pas à cerner du coup vraiment le fil conducteur à suivre pour apprendre les choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand moi je suis venu, moi je me suis dit, Ok, OK, quand je suis venu ici, là, il va me dire oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, mais bon, tu es déjà peut-être à ce niveau. Je vous propose, ou bien peut-être à la fin, tu vas peut-être dire, voilà dans telle ligne ce que je vous propose à suivre, ou bien voici quand même un calendrier que je peux vous donner ou quelque chose que vous pouvez suivre quand même les différentes étapes à suivre pour vraiment être dit qu'on développe back-end. Mais j'ai vu que vous êtes allé trop en profondeur dans les choses. Bon, pour moi, hein, je voudrais vous demander de manière précise quelles sont déjà, ok, quand tu veux ok, commencer, les choses que tu peux déjà, sur lesquelles tu dois mettre l'accent, les choses que tu vas maîtriser avant de dire maintenant que tu vas approfondir les choses. C'est ce que moi, je voudrais comprendre. À part ça, ok, ok. je voudrais aussi vous demander, bon, moi, je prends mon cas, hein, je ne sais pas, je vais expliquer un peu. Par exemple, moi, maintenant, j'ai commencé, bon, j'ai suivi une formation, normalement, c'est front-end. Mais je me suis mis au back-end et moi, j'ai Ouais? préféré à commencer directement avec le PHP. Donc, c'est avec PHP que moi, je suis arrivé à travailler. Je crée des applications parfaitement avec PHP.
Maintenant, ce que moi je fais, c'est quoi? J'essaie vraiment d'approfondir et d'apprendre vraiment le langage jusqu'au fond. Mais j'ai discuté avec des gens, s'ils m'ont dit PHP, ouais, que c'est ça, mais au lieu D'accord. d'approfondir un seul langage, que de plutôt apprendre en survolant les choses et d'aller rapidement sur d'autres choses. Donc, je voudrais savoir, est-ce que la procédure que j'adopte, le fait d'approfondir vraiment un langage, est-ce que c'est bien ou bien, comme ils l'ont dit, je fais PHP, je survole, je continue, je vais peut-être sur du Node, et puis je survole, je vais sur d'autres langages, sur les frameworks, et puis je continue comme ça. Et puis, troisième chose que je voudrais savoir, c'est, moi, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, je me suis mis dans le PHP. Donc, je me suis dit qu'après vraiment la maîtrise du PHP, j'ai créé des applications. Mais je voudrais après passer au framework. Mais je veux d'abord vraiment comprendre le PHP là où j'en suis. Je veux vraiment, vraiment avoir une compréhension très approfondie et continuer avec des frameworks PHP. Maintenant, par exemple, au début, il y a des gens qui ont dit qu'au lieu de prendre le PHP, j'aurais peut-être dû prendre JavaScript et m'initier de continuer avec Node.js et continuer ainsi de suite. Je voudrais savoir, beaucoup de gens se disent que PHP, maintenant à l'heure là, c'est pas la peine de se lancer dedans. Entre PHP et JavaScript, vous conseillez quoi? Donc voilà mes trois questions que moi je voudrais vous poser. Merci. Ok. Donc, je vais répondre rapidement. Désolé si la présentation avait l'air un peu plus poussée parce que je n'avais pas une idée de quel genre de public il y aurait pour la présentation. J'avais pas eu ces précisions-là. J'aurais dû aussi demander. Bon, je vais essayer de faire un récap des étapes pour être un dev backend selon moi. Déjà, il faudrait maîtriser un outil de développement, un langage de développement backend. Ça peut être n'importe quel langage qui existe, PHP, JavaScript, Python, Java ou le langage dans lequel la personne est à l'aise. Donc, c'est la première étape pour faire du développement backend. Ça. La seconde étape, savoir déjà comment fonctionne un serveur web. Parce que le backend, ce qu'il va principalement faire, c'est recevoir des requêtes au niveau de l'application et répondre avec des réponses. Donc, deux, c'est savoir comment marche un serveur web. Et ensuite, comme troisième point, je vais ajouter savoir ce que c'est comment interagir avec les bases de données. Donc, les différentes spécifications, les différentes spécificités qu'il y a au niveau de chaque type de base de données. Parce que le backend, principalement, ce qu'il fait, c'est manipuler la donnée et optimiser la gestion de la donnée. Donc, savoir euh, comment marchent les différents types de bases de données qu'il faudrait manipuler. Et quatrièmement, pardon, savoir utiliser des outils qui permettent de mettre en place des différents types d'architecture. Par exemple, les différents design patterns qu'il y a. Essayer pas forcément de maîtriser, mais prendre connaissance des problèmes qu'ils proposent, euh, prendre connaissance des solutions qu'ils proposent pour quel type de problème. Donc, ce serait le quatrième point. Et le dernier point serait, je dirais, maîtriser un peu les différentes librairies qui doivent intervenir. Par exemple, si c'est un framework, maîtriser le framework que tu décides de maîtriser et les différentes librairies que tu auras manipulées chaque jour dans ta tâche. Et après, pousser l'utilisation des outils, par exemple, mettre en place des architectures microservices ou avoir des éléments un peu plus poussés au niveau du son backend.
Est-ce que ça répond déjà à la première question? Oui, merci beaucoup, monsieur Aurel. T'as compris, c'est bon. Ok, ok. Donc, pour la deuxième question, euh, vous avez demandé à savoir si il faut approfondir un langage ou survoler un peu les différents langages ou frameworks qu'il y a. Euh, je pense que c'est important d'avoir un langage de base. Donc, quand je dis langage de base, je veux dire un langage dans lequel on peut se retrouver pour pouvoir résoudre la plupart des problèmes qu'on va rencontrer. Et c'est important de pouvoir avoir un tel langage parce que la plupart la plupart des solutions qu'on met en place peuvent être totalement faites dans un langage donné. Et seulement quand il y a une exception qui, quand tu rencontres un problème que tu ne peux pas résoudre dans ton langage, mais dans le langage de prédilection que tu as, que tu serais amené à apprendre d'autres langages. Ou bien, ça s'applique de la même façon pour les frameworks. Donc, approfondir. Moi, je pense, c'est de mon expérience personnelle, que c'est mieux d'apprendre, bien d'approfondir un langage donné et un framework donné que de survoler les frameworks. Parce que déjà, les langages de programmation marchent déjà euh, plus ou moins de la même façon. Et c'est pareil pour les frameworks. Donc, la connaissance que tu vas acquérir en approfondissant un langage ou un framework peut être facilement traduite en compétences quand tu vas vouloir apprendre un nouveau framework. Euh, et pour la dernière question, euh, il s'agissait de, de savoir si il fallait se lancer dans JavaScript, de laisser PHP ou laisser PHP ou Oui, c'était aller de apprendre savoir. JavaScript. Je peux y aller? Ouais, je pense que je me souviens de la question. Ah, ok. Choisis entre PHP ou JavaScript. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Quand on parle de JavaScript, je parle de front, JavaScript en front comme en back, quoi. C'est un peu pareil. Ok. Donc déjà, je pense que si on prend ça sur cet aspect, ce n'est pas vraiment exclusif parce que JavaScript, il est totalement utile au niveau du front-end et c'est au niveau du back-end que la question se pose vraiment. Et je pense que les gens disent depuis des années que le langage PHP est mort ou bien n'est plus vraiment utilisé. Mais je pense que les chiffres montrent le contraire. Il y a toujours beaucoup de recrutement dans le domaine, avec des gens dans le domaine du langage, avec le langage PHP. Et je pense que ça revient à un choix personnel. En tout cas, le langage PHP n'est pas mort comme les gens le disent. Ça revient à un choix personnel, je trouve. Je ne sais pas si d'autres personnes ont Je des peux apports à intervenir faire. un peu sur ce que vous avez dit. Ouais, ouais. Pour apporter un peu plus de précision. En fait, nous Ouais. sommes en 2023 et la technologie a tellement évolué que on est face à une panoplie de technologies. Et on est tous d'accord avec moi que quand il faut, la meilleure chose pour une personne qui veut se lancer dans un domaine, c'est d'être spécialiste plutôt que d'être généraliste. Donc, Ouais. comme M. Aurel avait dit, il faudrait maîtriser un langage. Et maintenant, quel langage tu vas apprendre à maîtriser? Je pense que cela relève d'un choix personnel. Tu vas essayer tous les langages possibles qui sont à ta portée. Et ensuite, tu te demandes dans lequel des langages je suis le mieux à l'aise. Et là, tu commences à utiliser ce langage-là en question. Maintenant, ceux qui disent qu'effectivement PHP est mort, je ne pense pas parce que c'est quand même un langage qui a une très, très grande communauté. Dernièrement, il y a le dernier framework là, avec, qui est en train d'évoluer, qui a sorti sa dernière version 10. Si c'était vraiment mort,
ils n'allaient pas continuer. Donc, ceux qui disent que c'est mort, je ne sais pas sur quoi ils se basent, effectivement, comme M. Aurel l'a dit. Donc, la réponse à ta question, c'est de se demander, OK, j'ai essayé beaucoup de langages, mais dans tous ces langages que j'ai essayé, lequel me convient le plus personnellement, d'abord. Et après, tu te spécialises dans ce langage-là et tu sais maintenant que, OK, moi, je suis développeur Python ou je suis développeur PHP. Après, une fois que tu auras maîtrisé ce langage, tu verras que tout le reste, en fait, sera que une redondance d'informations. C'est-à-dire, généralement, c'est la même chose partout. C'est juste la manière de le faire qui change. Voilà, c'est voilà la petite précision que je voulais donner. Donc, de ne pas vraiment te mettre dans la tête qu'il faut que je me dise quel langage, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens disent. Prends un langage qui te convient le mieux, maîtrise ça, deviens expert à l'intérieur et après continue ton chemin. Merci pour la précision. Ok, bon, je ne sais pas si je peux parler. Ouais, Ok, ok. Merci beaucoup pour les conseils, pour M. Zissou et pour vous aussi. Sinon, moi, j'ai vraiment aimé le PHP, c'est ça que j'utilise déjà et je fais beaucoup de choses avec. Donc, bon, comme les gens à chaque fois disent que PHP est bon, c'est pourquoi j'ai voulu Tu dis, poser la question je pour sais même pas ce avoir que ça aussi veut. votre point de vue. En C'est tout pourquoi cas, j'ai contre posé la de façon question, quoi. pour avoir votre point de vue. Donc, c'est un peu Hein? ça. Mais je vous remercie aussi Deux? pour Tu vas me votre donner un minute. apport. Merci beaucoup. Je vais continuer dans mon PHP. Et Vous me ok, recevez, s'il vous plaît? je t'en prie. Oui, oui, on te Alors, reçoit, vous me Jacob. recevez? Allô? Ouais, Est-ce ouais. qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, restez un peu quoi. Vous êtes de support. Et c'est il y a Jonathan qui a levé la main. Jonathan, tu peux prendre la Non? parole. Il y a Marc aussi. Pas de quoi. Ceux qui ont déjà parlé, tu peux activer la main. Les questions des apports, juste pour aurait la fait. Jonathan, Marc, vous pouvez prendre la parole. D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Oui, tu Bonsoir. peux, Aurel, tu peux, Marc Aurel, tu peux. Ok. Merci pour la présentation, Aurel. J'ai une question par rapport aux bases de données. Parce que Ok. dans un projet au niveau du back-end, je pense que ça va être l'un des choix essentiels. Et si c'est raté, je pense que plus on a des problèmes. Alors, ce que j'aimerais réellement savoir, c'est comment on fait le choix de sa BD pour un projet. Maintenant, à part ça, j'ai vu dans la présentation, vous parlez de trucs là, des bases de données orientées graphes. Dans quel Ouais. contexte réellement ça peut être bien utilisé? Dans quel contexte, par exemple, ça peut être utilisé et l'utilité et si, par exemple, avoir des retours d'expérience sur, par exemple, l'utilisation que vous en avez déjà fait et aussi toujours pour le choix aussi. Dans quel contexte, par exemple, on pourrait partir sur du NoSQL réellement et dans quel contexte on peut partir aussi sur du SQL et une base de données relationnelle et dans le cas où on part, qu'est-ce qui est réellement bien conseillé par exemple, pour quelqu'un qui débute ou bien quelqu'un qui pense, par exemple, sur un projet et qu'on va scaler au fil du temps. Ok. Déjà, C'était ça la question. ok. Déjà, concernant le choix des bases de données, je pense que chacun a des préférences personnelles. Moi, déjà, quand j'identifie le projet comme nécessitant une base de données SQL, donc une base de données relationnelle, je pars par défaut sur des PostgreSQL, à moins que le client ait ait une préférence pour MySQL. Je pars par défaut sur du PostgreSQL. Et maintenant, concernant euh, les bases de données non relationnelles qui pourraient répondre aux besoins, déjà, il faut vraiment identifier pourquoi est-ce qu'on part sur une base de données non relationnelle. Moi, par défaut, j'utilise toujours une base de données relationnelle parce que ça gère, je pense, 95% des cas d'utilisation euh, à mon niveau. Et la question, la question ne se pose même pas, ou bien ça se pose seulement quand on a un besoin spécifique. Déjà, j'utilise aussi par défaut Redis
pour les applications pour pouvoir faire du caching. Donc ça, c'est une base de données non relationnelle que j'utilise déjà par défaut. Et la vraie question va se poser au niveau de quand est-ce qu'il faut utiliser une base de données non relationnelle au lieu d'une base de données relationnelle. Déjà, je pense que c'est, euh, déjà, ça dépend des projets, ça dépend des besoins. Et dans le cas où on a besoin d'une base de données non relationnelle, je pense que dans la majorité des cas, on a toujours besoin d'une base de données relationnelle pour assurer au moins la cohérence des données. Donc, euh, il faut seulement léguer la partie non relationnelle, la partie non relationnelle du besoin aux bases de données non relationnelles. Donc, je pense pas que dans un projet qu'on ait besoin à 100% d'une base de données euh, non relationnelle partout et qu'il faut un peu faire un mix des deux. Maintenant, concernant l'utilisation des bases de données non relationnelles, déjà comme le nom le dit, c'est souvent quand on a des données qui n'ont pas de relation ou bien où la relation entre les données n'est pas le point qu'on veut mettre en avant, mais n'est pas ce qu'on cherche à tirer de la base de données. Et euh, les bases de données de documents, par exemple, peuvent facilement être utilisées dans le cas d'archivage de données et archivage de données ou dans le cas où on veut stocker un certain nombre d'informations qui ont des structures vraiment, euh, comment je vais dire, des structures, je vais dire au hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard là. Des structures qui diffèrent les uns totalement des autres. Sinon, dans la plupart des cas, je pars avec une base de données relationnelle et avec, par exemple, un serveur de caching, donc une base de données non relationnelle. Et juste la partie non relationnelle est confiée à une base de données non relationnelle quand le besoin est vraiment exprimé. Je ne sais pas si j'ai pu bien répondre à cette question-là. C'est c'est bon? Bon, c'est bon, c'est bon. OK. Dans l'utilisation des bases de données orientées graphes, je n'ai pas eu personnellement à euh, vraiment les utiliser sur des projets de prod. Donc, c'était principalement dans un but académique que j'ai eu à les utiliser. Mais ce que je sais à propos, c'est c'est qu'ils permettent déjà de représenter la donnée sous forme d'arborescence et toutes les opérations qu'on est amené à faire dans une arborescence, dans une structure d'arbre, euh, bon, là j'ai dit des arbres, mais c'est plus des graphes. Dans une structure de graphes, et ces bases de données sont optimisées pour ces opérations-là. Donc déjà, on peut facilement mettre en avant les relations entre les relations entre différents nœuds d'un graphe. On peut facilement chercher un nœud dans un graphe. On peut faire des parcours de graphes. On peut faire toutes les opérations qu'on peut faire dans une structure dans un graphe, quoi. C'est leur point fort. Et souvent, c'est utilisé dans euh, les suggestions, par exemple, si on a un réseau social, on pourrait confier la partie suggestion d'amis, si on a un truc comme Facebook, la partie suggestion d'amis en se basant sur euh, les amis qu'une personne a. Donc, on pourrait représenter ça déjà sous forme de graphe et euh, dédier ce calcul-là à ce genre de base de données. Est-ce que c'est bon? Quelqu'un d'autre a des apports à faire? Allô? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Est-ce qu'il y a d'autres Oui, allô? questions à poser à Aurèle? Oui, s'il y a des questions. Oui,
Ok, Ok. Vas-y. Alors, tu peux aller. ok, super. Bonsoir. Et ce que moi je voudrais savoir, et je ne sais pas si peut-être ça a été présenté parce que je n'étais pas là au départ. Je Aurel a dit tout à l'heure qu'il n'utilise ni AWS ni GCP. Je voudrais savoir quelles sont les plateformes qu'il utilise plus. Et globalement, quelles sont les stacks ou bien les technologies qu'il a plus l'habitude d'utiliser et s'il y a des raisons particulières qui lui ont poussé à adopter ces technologies. Ok, déjà, la plupart des stacks que j'ai eu à utiliser, c'est parce que c'est à cause de la boîte dans laquelle je suis actuellement. Donc, pour le déploiement, ce qu'on fait principalement, c'est juste prendre un serveur qui est un fournisseur. Euh, En fait, l'utilisation de AWS, c'est pas forcément euh, euh, on peut utiliser des instances, on peut utiliser des serveurs de chez AWS pour gérer soi-même les déploiements, tu vois. Donc, on n'utilise pas du tout AWS pour prendre des serveurs. Donc, on prend en main les serveurs nous-mêmes pour gérer le déploiement de l'application sur le serveur, gérer tout ce qui est euh, configuration de Docker, load balancer, Kafka et tout. On installe tout nous-mêmes. Donc, ça, Ok, c'est par rapport à la boîte dans laquelle je suis actuellement. Concernant les stacks sur lesquels je travaille, euh, je dirais principalement, je suis un dev Python et donc je fais du Python, tout ce qui est dans l'écosystème Python, qui a rapport avec le backend. Donc Django, les frameworks Python. Ensuite, j'utilise beaucoup plus du PostgreSQL, comme je l'ai dit au niveau de la base de données. J'utilise Celery, qui est un outil de tâches asynchrone. Hum, J'ai dit tout à l'heure, au début de la présentation, je fais de l'Android natif et je fais aussi du front-end avec Vue.js. Vue.js et Angular il y a très longtemps. Ensuite, je, je fais un peu de DevOps. Ouais, je fais un peu. Je vais pas dire que je suis DevOps. Et je touche Docker, donc Docker Swarm, euh, des serveurs d'authentification. Donc, et donc les solutions d'authentification tout en un. Ensuite, je pense que c'est tout. C'est tout comme stack que je touche actuellement. Bon, j'ai aussi eu à utiliser Kafka, Redis. Euh, bon, ce sont ceux qui me viennent à l'esprit là maintenant. ok, je vois. Et merci pour la réponse. L'autre chose que je voudrais savoir, je ne sais pas si ça aussi ça a été présenté, c'est concernant tout ce qui concerne la sécurité de façon globale, la sécurité des applications que tu développes. Quels sont les points clés ou bien les trucs clés que tu as pu développer comme réflexe quand tu sais que quand tu fais une appli, il faut forcément que tu mettes en place telle chose avant de faire ça. En ce qui concerne la sécurité, déjà, je ne suis pas très bien placé pour en parler parce que c'est pas vraiment un aspect que je mets au centre de c'est c'est pas un aspect que je mets au centre de mon travail. Je vais pas dire que je mets pas au centre de mon travail, c'est important, mais c'est pas un aspect direct que je touche. Il y a des gens qui s'en occupent et principalement ce que je fais, hein, c'est comme tout le monde mettre en place l'authentification avec Django. Ça c'est déjà un truc basique qu'on fait tous. Ou si l'authentification doit être déléguée à un service externe, gérer la communication avec le service externe. Et ce sont plutôt ces composants-là qui s'occupent de la sécurité. Sinon, basiquement, il faut suivre les recommandations des frameworks en matière de sécurité et avoir genre une équipe dédiée pour gérer ces parties-là. Donc, je suis pas trop
trop expert dans le domaine pour en parler. Ok, je vois, c'est bon pour moi. Ok. Ok, les amis, vous me recevez toujours, j'ai toujours mon écouteur, mais bon, je ne peux pas l'enlever parce que je suis dans une situation délicate. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que notamment, vous avez la fin. Déjà, est-ce que vous me recevez? Oui, on te reçoit. Ok, super. Est-ce qu'il y a une dernière question, bien un rapport à faire? On dit vers la fin, quoi. Euh, bon, vu qu'on est vers la fin, bon, il y a une petite partie ici. Il y a un ensemble de liens que j'ai concocté. Je vais envoyer ça dans le chat. Et bon, Et tu peux le mettre dans le chat. petite pub pour ma boîte. On recrute des devs, euh, donc tout type de profil actuellement. Donc, si vous pouvez aller regarder sur la page carrière, voir ce qui pourrait correspondre à votre profil. On est ouvert. Donc, c'est le dernier lien. Ok, d'accord. Merci Aurèle pour les liens que tu as partagés. Tu peux aussi les envoyer dans la communauté pour ceux qui sont Ok, intéressés également. ok. Donc, les amis, s'il n'y a pas de questions, je vais remercier Aurèle. Aurèle, je te remercie pour ce que tu as partagé avec nous. C'était vraiment intéressant. Je n'ai pas suivi tout, mais j'ai quand même entendu l'essentiel. C'était intéressant. Je pense quand même que ce que tu as fourni, on a quand même le constant. Ce que c'est que réellement un développeur back-end. Tous ceux qui se disent full stack, qui font du front et du back, j'espère maintenant que vous savez réellement c'est quoi en fait full stack. Est-ce que vous maîtrisez tous ces éléments-là, etc., etc. Donc, merci Aurèle pour ce que tu as partagé avec nous. Je pense que tous ceux qui veulent faire carrière dans le monde du back-end, ce mythe va les permettre quand même de savoir où aller, etc., etc., de savoir l'écosystème dans lequel ils se trouvent. Donc, ce mythe sera enregistré, donc vous aurez la répétition dans tous ceux qui connaissent, on a une chaîne Python Bénin. Cette chaîne, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on raconte ici, nous avons la. Vous me recevez toujours parce que j'ai mes écouteurs. On te reçoit un peu faiblement, mais ça va. Ok, bon, je retire ça. Connectant. Ok, donc je disais que je remercie Aurèle. Maintenant, tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'il a dit là tout à l'heure a été enregistré. Donc, vous aurez la rediffusion sur notre chaîne YouTube. Voilà, Python Bénin. Vous tapez juste Python Bénin ou bien Python Bénin. Vous allez trouver sur YouTube quand même les vidéos. Donc, vous pouvez activer la cloche de notification pour savoir les dernières vidéos qui sortent. Ce que sur quand il y a Meet, on aura les vidéos. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont venus parce qu'on était nombreux, je dis au moins 30, je pense 30, on était nombreux à être là aujourd'hui. Dans les semaines à suivre, on aura de nouveaux mythes de ce genre. L'année passée, on était plus dans le développement personnel et tout. Cette année, on va plus mettre l'accent sur des trucs beaucoup plus techniques comme vous l'avez demandé. Donc, on aura on aura des partages sur le CSS, où il y aura des personnes qu'on va inviter, des personnes de l'Europe qu'on va inviter également, les Graphicat et autres, voilà, Romain Lenz, enfin tant que, en tout cas, la chance est de notre côté, on aura quand même pas mal d'invités cette année qui vont nous parler des sujets assez pointus, assez précis. Donc, je vous dis à la prochaine, peut-être samedi prochain ou bien l'autre samedi, ça dépendra de comment les invités vont réagir, des invités qu'on a fait truc là. Et voilà. Ah, ok. Esther, il y a un truc. Esther, j'ai vu, s'il vous plaît. Ok, le lien de la chaîne. Attends, je vais sur YouTube. Sinon, tu peux juste taper Python Bénin, hein, normalement. Je vais sur Python Bénin, un instant. Ça va Quand je être tape là. Python Bénin, je suis plutôt redirectionné vers le tome des Oui, Python. je comprends. Oui, je comprends parfaitement. Mais quelque part en bas, là, si tu fouilles bien, tu vas trouver nos vidéos. Hop. Je t'envoie juste le lien, parce que je t'envoie le lien de la chaîne carrément dans le chat. Copier le lien, voilà. Tac, tac, tac. Et ici. Je suis désolé, je parle. Ok, voici le lien de la chaîne. Excusez-moi, monsieur. Et voilà, le lien de la chaîne. Donc, je disais que toutes nos vidéos sont disponibles sur ce lien-là.
Et si vous n'êtes pas dans Python Bénin, bon voilà, vous pouvez rejoindre Python Bénin plus tard. Ce qui est sûr, l'information parviendra à vous. Donc les amis, c'était tout. Merci Aurel, merci à tout le monde d'être venu ce soir. Donc semaine prochaine, bien dans 2 semaines, on aura un autre meet. On va parler des sujets aussi assez intéressants passionnants. Alors, s'il n'y a toujours pas de questions, je vais, si Aurel a un mot de fin, on va clore. Si Aurel n'a plus rien à dire, on va se dire. Ouais, on se dit à la prochaine. Aurel, attends, Edouard, Aurel dans le groupe Python Bénin, Ah c'est ouais, je vrai suis qu'il est dans Python discret, Bénin. c'est vrai qu'il est discret, mais il est là, il est dedans. Il est Je trop pourrais te discret. taguer. Il faut le taguer pour voir. D'accord, je vais le taguer. Je vais le taguer. C'est l'un Ok. Ouais, des. Bref, je ne dirai rien pour le dénoncer. Voilà, il a quand même envoyé ça. j'ai eu mon Donc, contact. Ouais. donc voilà. Ok. Ok, Aurel, tu as un mot de fin, quelque chose à dire à nous tous qui sommes là. Ouais, bon appétit. Merci. Merci. Moi, je suis même à une fête là. J'ai dû gérer, par la grâce de Dieu, Eh sortir de la bien, salle de tout s'explique réception, maintenant. sortir de la salle de réception, rentrer. C'était pas évident, mais bon, j'ai pu gérer. Ok. Ok, les amis, bon appétit et à samedi prochain. Ouais, merci. Oui.